Nous sommes entrés dans une nouvelle ère, l'ère de la donnée, qui se dit data en anglais. Jamais le monde n'a été autant analysé. Nos mails, nos conversations téléphoniques, nos cartes bancaires et nos objets connectés laissent des traces d'ordre numérique. Et les données s'accumulent. Il aurait été produit plus de 3000 milliards de données en 2013. Depuis 2 ans, on a donc généré plus de données que dans toute l'histoire de l'humanité. Ce monde de données s'appelle le Big Data. Mais que peut-on faire de tous ces renseignements ? Tout d'abord, il faut stocker ces milliards de données disparates représentées ici par des icônes. Tout commence par la data analyse qui consiste à les ordonner et les trier. C'est cette analyse qui permet la création d'applications. Ces applications sont de différentes catégories. Tout d'abord, il peut simplement s'agir d'un meilleur accès aux données pour créer par exemple de nouveaux annuaires. Il peut aussi s'agir d'une synthèse de données qui pourront permettre la création de sites statistiques. Plus ambitieux, sur la base de comportements passés, l'analyse de certaines données peut prédire des comportements à venir, comme des catastrophes naturelles telles des inondations, des crises comme le manque de pétrole ou des conflits armés. C'est ce qu'on appelle la prédiction. Comment le Big Data peut-il nous aider au quotidien ? Comment les applications créées sur la base de ces banques de données peuvent avoir une incidence sur notre vie de tous les jours ? Premier exemple, avec la SNCF, qui a ouvert l'accès à toutes ces données qu'elle n'avait jamais rendues publiques auparavant, comme la composition des trains et en particulier leur fréquentation. Elle a organisé un concours le temps d'un week-end. Le but, mettre en concurrence des informaticiens de génie afin de créer l'application la plus utile pour les usagers au quotidien. Randindy peut rouler des mécaniques parce qu'il a gagné le concours et il nous explique comment. C'est un concours exactement comme dans les films en fait, c'est-à-dire on est là, on est 50, on est en train de coder tout le week-end, on dort pas, on est crevé, on a les cernes, on est blanc, et à la fin en fait on pond un nouveau produit sortant de nulle part. Et ça c'est hyper intéressant parce qu'en fait la créativité que les gens peuvent déployer en 2 jours quand ils sont intéressés par le problème auquel ils sont en train de s'atteler, c'est juste magnifique à voir. Randindy a créé l'application Tranquillien qui remporte déjà un grand succès. Son invention permet aux usagers des trains de banlieue parisienne de trouver une place assise dans un wagon. En rentrant l'horaire d'un train, il est possible d'en visualiser la prédiction de remplissage. Les wagons les moins bondés sont représentés par des petits points verts. Évidemment, aux heures de pointe, c'est plein, aux heures creuses, c'est vide. Mais ce qui est assez subtil, c'est qu'entre 2 trains à 10 minutes d'écart, parfois, ça peut faire la différence entre trouver une place pour s'asseoir ou pas. Avec ces datas-là, on a donc décidé finalement d'essayer d'apporter plus de confort aux voyageurs. Et ça, c'est une notion qui est quand même assez intéressante parce que de proposer du confort à un voyageur, c'était autrefois le luxe des fabricants de voitures. Et de pouvoir aujourd'hui dire qu'un transporteur public puisse aussi faire une promesse de confort, c'est quand même quelque chose d'assez, je dirais pas révolutionnaire, mais en tout cas innovant. Pour faire marcher cette application, on a travaillé en partenariat avec la SNCF. Donc, en plus des données de transport ouvertes, qui sont en fait tous les horaires auxquels les trains passent dans les différentes gares du réseau transilien, on a aussi ajouté les données de comptage que la SNCF nous a fournies, ainsi que l'information sur le matériel roulant. Donc l'idée était de savoir, à un moment donné, quel était le train qui passait, combien y avait-il de places assises, et combien y avait-il de personnes qu'on observait à cette époque-là. Une fois qu'on a toute cette data-là, on est capable de faire des modèles qui vont prendre en considération les choses comme les vacances scolaires, comme potentiellement la météo, les annulations des trains, pour prédire le nombre de personnes qu'il y aura dans chaque train. Randindy est un des plus brillants jeunes entrepreneurs du monde du Big Data. Cet architecte d'algorithmes, comme il se définit lui-même, a été distingué par de multiples prix, dont celui de l'innovateur de l'année par le prestigieux MIT. Bravo! En fait, toute ma vie, j'ai toujours été passionné par la technologie et le code. À 10 ans, ma mère m'a mis un livre d'informatique dans les mains en me disant « Tiens, apprends à coder, ça sera sûrement utile plus tard ». À 14 ans, avec un copain, on a monté un réseau social qui était d'ailleurs le premier en France. C'était en 99. Pour donner un ordre d'idée, 99, c'était 5 ans avant Facebook. Donc ce que j'ai fait après, c'est que j'ai monté une agence de développement web pendant que j'étais donc au lycée, qui a assez bien marché, qui m'a permis un petit peu de m'acheter un peu des trucs un peu sympas quand j'étais gamin. Mais là où vraiment les choses ont changé, c'est quand j'ai fini de passer mon bac ici, que je suis parti en fait en Angleterre pour étudier l'informatique à UCL. Et là, en fait, je me suis intéressé à l'intelligence artificielle.
Et ça, c'était vraiment intéressant, parce que pour la première fois, je comprenais vraiment à quel point les ordinateurs, quand ils étaient couplés avec de la donnée, étaient capables potentiellement de prédire ce qui allait se passer. Prédire, c'est le maître mot de Randindi qui a construit tout son travail sur la base de cette réflexion. Mais quelle est la recette pour établir des modèles prédictifs comme l'application Tranquillien? Pour nous, il y a 3 étapes clés dans ce qu'on fait. La première étape, c'est la collecte de la data. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va récupérer la donnée, la nettoyer et la mettre en fait dans une forme qui va nous permettre après de la travailler et de l'exploiter. Donc si on veut regarder par exemple à quoi ça peut ressembler, ici on voit donc typiquement à quoi ressemble le plan de transport d'SNCF tel que eux ils nous l'ouvrent. Donc ici on a la liste de tous les trains avec donc l'identifiant du trajet, l'identifiant de service, l'identifiant du train et donc ensuite le numéro de train. La question devient, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'évidemment, l'objectif, c'est pas juste d'avoir de la data, l'objectif, c'est d'en extraire de l'intelligence. L'intérêt après, c'est de commencer à la retravailler. Pour retravailler ces datas, les informaticiens créent et utilisent des algorithmes. Les algorithmes sont des suites d'opérations ou d'instructions permettant de résoudre un problème. Grâce aux algorithmes, on peut à souhait ordonner ou filtrer les données. On peut aussi établir des calculs statistiques ou encore regrouper ces données par affinité. Ce qui fait la différence, c'est la pertinence et l'originalité de ces algorithmes. Ce qu'on fait, en fait partie d'une catégorie d'algorithmes qui s'appelle du machine learning. C'est une forme d'intelligence artificielle qui est capable, à partir de données qu'on lui a présentées, de dériver des règles statistiques et donc de faire des prédictions. Une fois qu'on a récupéré cette donnée, qu'on l'a processée, qu'on l'a analysée et qu'on a fait tourner donc, nos algorithmes de machine learning, on les rend accessibles à travers ce qui s'appelle des API, c'est-à-dire des morceaux de code qui vont permettre à des produits directement d'accéder à la prédiction. La prédiction est donc à portée de nos téléphones et de nos ordinateurs portables. Des applications reliées à de puissants moteurs de calcul pourraient prédire et faciliter notre quotidien. Après avoir travaillé sur le projet avec la SNCF et le transport public, on s'est dit, finalement, est-ce qu'on ne peut pas utiliser le même genre de méthodo pour l'étendre en fait à tout ce qu'on fait dans notre journée? Est-ce qu'on est capable, en d'autres termes, de créer une application ou un produit qui serait en fait littéralement un compagnon de la vie des gens? Cette appli qu'on a créée, elle va analyser mon contexte. Donc là, elle détecte que je suis dans un café, que dans mon calendrier, juste après, j'ai un rendez-vous avec Michael, qui est un de mes cofondateurs, et que d'habitude, quand je vais à mes rendez-vous, je prends ou bien un taxi ou bien le métro. Et donc là, par exemple, elle me dit rendez-vous avec Michael dans une demi-heure. Si tu veux prendre un Uber, un taxi, clique ici et automatiquement, ça me le book. Et je n'ai rien eu besoin de faire. Et en fait, la véritable beauté de ce genre d'approche, plutôt que de proposer un service, on essaie en fait de proposer littéralement un cerveau de poche qui va comprendre et rendre toutes les autres applications et objets connectés de l'individu capables de s'adapter à son mode de vie. Donc en fait, il faut le voir littéralement comme un point d'entrée qui, au fur et à mesure du temps, s'améliore et est capable de comprendre et d'anticiper ce qu'on cherche à faire pour automatiquement nous montrer la bonne information au bon moment. Mais pour fonctionner, cette application doit pouvoir accéder à notre localisation, notre agenda, nos habitudes de vie, qui sont autant de données personnelles et privées. Si ces données sont accessibles à Randindi, elles le sont à tous. Elles peuvent donc être exploitées à des fins commerciales et permettre de surveiller les consommateurs à leur insu. La protection des données privées, justement, c'est le combat de Philippe Pucheral, chercheur et enseignant à l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et en automatique. Alors typiquement, sur les sites web sur lesquels je me connecte, en fait, chaque site va récupérer un fragment de l'information, et donc un fragment de mon profil. Et maintenant, tout l'enjeu pour un certain nombre de sociétés, c'est d'être capable de croiser ces différents fragments pour reconstruire un profil de plus en plus complet. Et plus le profil sera complet, plus il aura de valeur, inévitablement. Et il y a certaines sociétés, en fait, qui construisent leur modèle économique sur la vente de profils extrêmement complets. Donc en voilà un, par exemple, si je suis un employeur et que je veux connaître des informations détaillées sur certains de mes employés, il suffit que je fasse une recherche par prénom et nom. Donc ça, c'est un site qui ne marche, je le précise quand même, uniquement aux États-Unis pour l'instant. Et donc là, typiquement, pour cette somme modique de $50, je vais pouvoir avoir des informations sur les propriétés immobilières
de la personne. Je vais avoir des informations aussi sur le fait que la personne a été ou non condamnée. Donc là, en l'occurrence, sur ce rapport, eh bien, cette personne a été condamnée une fois pour bagarre et une fois pour usage de substances illicites. Je peux savoir également la liste de toutes ses adresses passées, si elle a été mariée et si elle a été divorcée, et si oui, à quelle date, avec qui, etc., etc. Et le site indique que cette information est construite en croisant des informations qui sont disponibles sur des milliers de sites. Mais les objets connectés que nous utilisons au quotidien ne sont pas les seuls à renseigner les entreprises sur nos habitudes. Un compteur électrique de dernière génération peut également servir d'espion. Voilà par exemple une trame de consommation électrique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque équipement électrique qui va être utilisé dans la maison a une signature électrique extrêmement précise. J'ai un réfrigérateur qui fonctionne de telle heure à telle heure, une bouilloire, un toaster. Des chercheurs allemands ont pris possession en fait, d'un compteur électrique intelligent et en analysant le flux sortant de ce compteur électrique, ils ont réussi à analyser jusqu'à la chaîne de télévision que des individus étaient en train de regarder à un instant précis. Et il faut voir que chaque écran de télévision a également une signature numérique et que cette signature va varier en fonction du type d'image qui est affichée, notamment de sa luminosité. Donc il suffit de maintenir une base de données de l'ensemble des chaînes de télé qui sont actives à un instant donné et de faire une comparaison entre ces différents profils pour pouvoir identifier la chaîne. Pour éviter cette intrusion dans notre intimité, Philippe Pucheral propose que chaque individu garde ses propres données et ne les mette à disposition que s'il le décide. Concrètement, sa solution allie le matériel et le logiciel. C'est un serveur personnel et cela prend l'allure d'une grosse clé USB dotée d'une carte mémoire et surtout d'une carte à puce, sorte de micro-ordinateur équipé d'un logiciel de cryptage et d'accès aux données. À partir du moment où cet équipement est intégré dans un tableau électrique, je pourrais tout à fait donner l'autorisation à mon fournisseur d'énergie de visualiser non pas les données élémentaires qui sont extrêmement intrusives, mais de visualiser uniquement le résultat d'un calcul. Par exemple, la somme de ma consommation pour qu'il puisse accomplir l'objectif qui était prévu au départ, la facturation. Évidemment, pour un individu, être capable de bien protéger sa vie privée, ça va être extrêmement compliqué, hormis si la protection de la vie privée est intégrée directement dans le système ou dans les applications. C'est ce qu'on appelle le privacy by design. Ça veut dire que lorsqu'on développe une nouvelle application, cette application directement elle-même, dès sa conception, doit intégrer la possibilité pour l'individu de mieux protéger sa vie privée. Si on le fait a posteriori, c'est quasiment impossible pour un individu. Les données privées font l'objet d'une réelle convoitise. Le Forum économique mondial considère d'ailleurs qu'il s'agit du pétrole du XXIe siècle. Enjeu de liberté, enjeu économique, les données sont au centre du débat. Pour Rand, le monde des données, le big data, n'est autre qu'un grand terrain de jeu qui pourrait faciliter notre quotidien. Je pense que les gens ne comprennent pas, ne savent pas ce qui est possible aujourd'hui. Et c'est important pour nous de communiquer sur notre vision et sur ce qu'on est capable de faire pour que les gens commencent aussi à y réfléchir et à imaginer à quoi ressemblerait leur monde plus tard. Ce qu'on veut, c'est que la technologie soit intégrée dans notre quotidien, dans nous-mêmes, et qu'elle soit au service de ce qu'on cherche à faire. C'est une forme de transhumanisme d'une certaine façon, parce qu'on permet d'augmenter les capacités des individus à travers la technologie. Mais ce n'est pas le but en soi. Le but reste et restera toujours d'améliorer la qualité de vie des gens. Et si un jour on arrive à faire ça, on sera capable de débarrasser les hommes de toutes les contraintes et toutes les frustrations qu'ils ont au quotidien pour les laisser se concentrer sur les choses qu'ils savent faire le mieux, être créatifs. Sur arte.tv/futurmag, c'est aussi des big contenus sur le big data. Retrouvez une interview exceptionnelle de Kira Radinsky, une chercheuse israélienne. Cet oracle de l'Internet nous raconte ce que le big data permet de prédire du futur.